identitaire à Lille. Pour le ministre de l'Intérieur, la citadelle incite à la xénophobie, à la haine et à la violence. Une mère de famille mise en examen, accusée d'être responsable de la mort de son enfant de 5 ans à Noisy-le-Grand. Elle avait affirmé au secours que son fils était tombé dans la baignoire le week-end dernier, mais son corps recouvert d'ecchymose a poussé les pompiers à appeler les forces de l'ordre. D'après le parquet, la famille a déjà fait l'objet d'un suivi éducatif. Épilogue dramatique à Bordeaux. Après avoir été porté disparu, le corps d'une jeune femme de 20 ans a été retrouvé dans la Garonne, près du pont d'Aquitaine. Les secours n'ont pas été en mesure de la réanimer. C'est à l'enquête de déterminer les circonstances du drame. Un bénéfice record pour Total Energy l'an passé, près de 20 milliards d'euros, un résultat en hausse de 4% par rapport à l'année précédente. Un résultat possible grâce à la croissance des hydrocarbures, en particulier du gaz naturel liquéfié et de l'électricité. Le groupe a augmenté ses investissements dans le renouvelable de 20%. Et puis le foot avec la suite des huitièmes de finale de la Coupe de France ce soir. Parmi les matchs à suivre, Lyon, Lille, Montpellier, Nice ou encore PSG, Brest. Hier soir, Rennes s'est qualifié en écrasant Sochaux 6-1. C'est la fin de cette édition. Passez une excellente après-midi. Tout de suite, nous retrouvons Jean-Paul Delperrier pour le résultat des courses. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Brigitte, bonjour à tous. Cagnes-sur-Mer nous accueillait aujourd'hui pour le Quintet qui a vu la victoire il y a quelques instants du numéro 3 Chabanda. Devant le 9 Hoxton, la 3e place pour le 7 Village Anglais, la 4e pour le 10 No Limit Dream, devant le numéro 11 Bluff, ce qui nous donne 3, 9, 7, 10 et 11. Merci Jean-Paul Delperrier et ces résultats vous les retrouvez sur le site sudradio.fr. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Alors personnellement, j'ai eu une éducation assez stricte, ce qui ne m'a pas empêché de transgresser une certaine morale de mon époque. Mais j'ai aussi eu une bonne sécurité affective, ce qui me permet de rebondir face aux épreuves inhérentes de notre vie. Mais certes, je n'ai pourtant pas eu des parents parfaits, c'est sûr. Tout ça pour vous dire que l'autorité n'est pas un problème, bien au contraire, elle est nécessaire et c'est ce que nous répète depuis plus de 20 ans Didier Pleu. Dans un instant, il va nous rappeler pourquoi il est indispensable d'élever ses enfants avec une certaine verticalité et non pas cette horizontalité que évoquent bien des psys de tout genre. Durant ces 2 heures, il va également nous expliquer ce que serait la bonne éducation. Alors, certes avec de l'amour bien sûr, mais également de l'autorité et sans aucun doute je rajouterai du bon sens. Alors pourquoi je parle de bon sens ? Parce que je crois que s'il n'y a pas des repères clairs, c'est très compliqué pour un jeune enfant de se situer. Alors quand il y a des parents qui lui disent oui un jour et puis qui disent non le lendemain, c'est pas terrible et c'est certainement encore moins terrible lorsque le père dit oui et que la mère dit non ou l'inverse, c'est à vous de choisir. En tout cas, si vous avez envie de témoigner, si vous avez envie de poser vos questions, mais vous nous appelez au 0826 300 300. Bonjour Didier Pleu. Bonjour Brigitte. Merci d'être avec nous. Vous êtes psychologue, psychothérapeute. Alors, on va essayer de comprendre aujourd'hui ce qu'est un bon parent. On n'a pas dit un parent parfait, hein, ça c'est important de faire la différence. Et je crois que vous répétez sans cesse depuis au moins 20 ans que l'autorité est nécessaire. Alors, pourquoi ? Expliquez-nous pourquoi. Pourquoi ? Bien sûr, il y a plusieurs raisons, mais c'est vrai que vous visez juste en refaisant une émission comme celle-ci sur ce thème-là, parce qu'effectivement, on me dit toujours que je remets le couvert depuis 20 ans, mais quand je constate que ça va pas mieux. Vous savez, je consulte toujours et je vois des tas de parents qui sont perdus parce que ils ont eu des tas de conseils, ça marche pas forcément. Je fais pas mal de conférences et je vois des professionnels, des enseignants, tout le monde se plaint effectivement de l'enfant roi que j'avais décrit il y a plus de 20 ans, où on m'avait dit « Oh, t'exagères, les enfants sont quand même plus sympas que ça », devient un petit peu, pas majoritaire, mais il y en a de plus en plus, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on répond à ces enfants-là ? Alors, depuis une douzaine d'années, la réponse, c'était « On va axer toute l'éducation sur le bien-être affectif ». Ce qui est primordial, vous l'avez dit, pour vous-même, vous l'avez connu. Quand on a une sécurité affective, ça permet effectivement de s'épanouir. Mais le problème, c'est que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas dans le contexte actuel, 21e siècle. Vous savez, on parle même de décivilisation, de déshumanisation. Vous voyez de plus en plus d'incivilité dans les écoles, à la maison, un peu partout. Donc, tout le monde dit, il faut de l'autorité, il faut de l'autorité. Oui, mais si on continue à avoir ce qu'on appelle une autorité bienveillante, alors c'est là-dessus que je me fâche un petit peu, ça va pas suffire.
L'autorité bienveillante, vous savez, dans bienveillance, la définition, c'est compréhension et indulgence. Moi, je suis d'accord pour la compréhension, l'éducation. Je comprends que mon enfant a du mal à accepter les interdits, mais indulgence, non. Et c'est là, justement, que je voudrais parler de l'autorité que j'estime beaucoup plus juste, verticale, comme vous l'avez dit, qui est absolument nécessaire parce que l'enfant, il est prisonnier de ses pulsions. Et selon les tempéraments, c'est vraiment exacerbé ou pas. Parce que tous les enfants ne sont pas pulsionnels, mais il y a des enfants qui ont plus d'appétit que d'autres pour manger, pour être de la curiosité, pour faire des choses. Et s'il n'y a pas devant eux une autorité assez ferme, quelqu'un qui leur dit « Attends, tu peux pas faire ce que tu veux quand tu veux, tu peux pas chosifier les gens, il faut aussi attendre, et savoir progresser, savoir accepter les efforts », dans ce cas-là, si l'autorité n'est que gentille, en disant « Ah bah je comprends, c'est dur pour toi l'école, c'est dur pour toi d'aider à la maison, etc. », l'enfant prend le pouvoir. Donc l'autorité juste, c'est tenir compte du tempérament et surtout, comme vous l'avez dit, être à la verticale, pas un copain. Et l'autorité éducative, ça n'est pas dire il faut que ce soit absolument l'autonomie qui est la valeur numéro 1 de l'éducation. Non, l'autonomie viendra progressivement. Très peu d'autonomie au départ, un peu plus à la préadolescence, un peu plus à l'adolescence pour finir à l'âge adulte en une autonomie réelle. Mais quand je vois que des parents laissent le choix à leurs enfants très tôt sur les vêtements, la nourriture, les loisirs, etc., là on n'est plus dans de l'autorité, on est dans du copinage, de l'horizontalité. Donc effectivement, moi je suis ravi de travailler avec vous ce thème parce que il y a urgence, Brigitte, il y a urgence. Mais je crois qu'on s'en rend compte quand même assez bien. On va dire ces 5 dernières années. Je crois qu'il y a une sorte de compréhension maintenant. Moi, il y a une chose qui me frappe beaucoup dans la vie courante entre adultes, c'est la politesse qui ne fonctionne plus, qui n'existe plus. Et encore une fois, moi je suis pas, j'ai moi-même transgressé, comme je le disais dans l'introduction, une certaine morale, mais je crois quand même que la politesse reste quelque chose d'essentiel parce que c'est ce qui nous permet de vivre bien ensemble, non ? Oui, la politesse, souvent, moi, quand je disais à des parents, ou même ça m'est arrivé dans ma famille, d'insister sur un bonjour qui n'est pas dit, ou un petit sourire le matin quand les enfants viennent prendre le petit déjeuner, on me dit « Oh, bah, t'exagères quand même, ils sont fatigués, ils sont petits, etc. » Non, la politesse, effectivement, pas bousculer les gens dans un magasin, quand on est petit, c'est tout ce rapport à l'autre, c'est ce qu'on appelait simplement le sentiment de l'autre, quoi. Je crois, comme vous le disiez, vous avez pu être transgressif dans votre jeunesse, etc., mais vous aviez quand même des valeurs humanistes, des valeurs au niveau du respect des autres. Et c'est ça qui ne va pas en ce moment, c'est que on a l'impression que c'est excessif, quoi. C'est pas grave si on dit zut, flûte, parachute, ou je sais pas quoi, si on dit pas bonjour à la grand-mère. La politesse, c'est le premier lien social. La politesse, c'est la reconnaissance que l'autre est là. L'été dernier, quand j'avais eu un incident avec mon petit-fils par alliance, on me disait « Oh, t'es un peu dur quand même, tu te rends pas compte, à 11 ans, il est fatigué, il arrive. » Oui, il arrive comme un animal, il fonce sur son chocolat, il me voit pas, il me dit pas bonjour. Donc moi, illico, c'est je le renvoie dans une pièce pour qu'il refasse le parcours, et il revient, il sourit pas, je le renvoie de nouveau. Je veux aussi un bonjour avec du sourire. Alors là, il y avait quand même des regards qui me disaient « Oh, tu vas un peu fort, ils sont en vacances et tout. » Non, la politesse, c'est montrer, il est là. J'ai pas dit qu'il s'agenouille et qu'il me dise, oh, grand pleu, beau-père par alliance, enfin, grand-père par alliance, je vous admire. Non, c'est pas ça que je veux, c'est je suis présent. Alors qu'il, comme un animal, il allait se jeter sur le chocolat. Le manque de politesse, c'est je fais ce que je veux, l'autre n'est pas là. Donc non, c'est essentiel, bien sûr. Et d'ailleurs, on s'en rend compte dans les familles recomposées, quand il y a des vrais problèmes avec les enfants de l'autre, c'est généralement parce que justement la politesse n'existe pas. C'est-à-dire que à la limite, on a le droit de ne pas s'aimer, mais il faut se respecter et donc respecter les quelques éléments essentiels de la vie en communauté, quoi. Tout à fait, on va pas demander à un enfant qui est en garde alternée d'arriver avec des panneaux « Qu'est-ce que j'aime mon beau-père ou ma belle-mère ?» C'est formidable parce que les enfants sont toujours un peu déséquilibrés, secoués et carencés dans ces situations de séparation et de divorce. Mais de pas dire bonjour à son père par alliance ou à sa belle-mère, non. Et ça, je crois qu'on laisse trop filer ces petites choses-là, comme si c'était pas important. Mais si, c'est important. Dire bonjour à sa belle-mère ou à son beau-père en garde alternée, c'est le premier pas vers l'acceptation que l'autre existe. Et sinon, si on fonce dans la chambre avec son sac à dos en disant « Bon, moi, je me mets devant ma série, puis je vais manger tout à l'heure et pas adresser un mot
au beau papa ou à la belle maman, voilà un premier passage à l'acte de toute puissance. Et alors, il y a une autre chose que j'ai remarqué dans les couples, c'est de plus en plus rare, j'exagère quand je dis c'est de plus en plus rare, mais en tout cas, s'excuser n'est plus quelque chose de si facile que ça pour certains, ou certaines d'ailleurs. Et je me posais la question, est-ce que finalement le SMS n'a pas aussi beaucoup nui à cette notion de respect de l'autre, quoi? Oui, c'est évident que toutes les technologies de communication rapide, on prend plus le soin de dire bonjour, comment tu vas, et de finir par au revoir, à bientôt. Numéro 1 au score global du baromètre Wi-Fi 2023, publié sur nperf.com. Sueur nocturne, bouffée de chaleur, fatigue, de nombreux déséquilibres touchent les femmes à la ménopause. Manae Ménopause est la solution complète sans hormones pour se sentir bien. Retrouvez toute la gamme Manae en pharmacie. Manae, la référence naturelle depuis 20 ans. Une marque VitaVea. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Bonjour, moi c'est Andrea. Je réalise les canapés poltrons sofa. Et moi, je vous conseille en magasin. Je suis Salima. Chez Poltron Sofa, c'est le grand stockage. Dernière pièce à partir de 99 € seulement. Et tout doit disparaître. Un déstockage aussi grand, pas question de le rater quand on cherche un nouveau canapé. Poltron Sofa, solo divani di qualità. Et voilà. Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions en magasin. Bonjour, c'est Sonia Dubois. Avec Régime Box, j'ai perdu 12 kilos en 4 mois. Et c'est cher? Pas du tout. Le programme Régime Box, c'est vraiment économique. Ça coûte moins cher que de manger dehors ou de faire ses propres courses. Donc, en plus de perdre du poids, vous économisez de l'argent, c'est bien ça? Mais oui. Et en plus, Régime Box vous livre exactement ce dont vous avez besoin. Les portions sont justes, il n'y a aucun gâchis. Alors commandez maintenant et bénéficiez d'une réduction allant jusqu'à moins 50%. Rendez-vous tout de suite sur regimebox.fr, regimebox.fr. Voir détails de l'offre sur le site. Leclerc, bonjour. Ouais, salut. En ce moment, ma mère fait sans arrêt du chou-fleur. En gratin, en salade, en soupe. Elle arrête pas. À ce qui paraît, c'est la saison. Oui, je confirme. Et c'est très bon, le chou-fleur. Ouais, enfin, je voulais surtout savoir, d'après vous, la saison des frites, ça commence quand, là? Alors ça, on sait pas trop. Mais en attendant, le chou-fleur de Bretagne Origine France est à 1,79 € la pièce du 6 au 10 février. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Catégorie 1, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes en compagnie aujourd'hui de Didier Pleu qui nous aide à donner une bonne éducation à nos enfants. Et évidemment, le fil rouge de cette émission, c'est son livre « L'éducation bienveillante, ça suffit ». Et c'est aux éditions Odile Jacob. Bonjour Laurence. Bonjour Didier, bonjour Brigitte. Et merci à Didier Pleu d'exister. Parce que il est une référence opposable face à la bienveillance molle qui prévaut et que l'on nous envoie à la face à nous enseignants assez régulièrement. Parce que il peut arriver que le simple fait d'exiger un rang soit perçu comme l'antichambre du fascisme. Donc, il faut pouvoir avoir des références solides opposables. Et je dois dire que vous faites partie de mes références avec Maurice Berger. Voilà. Alors, moi, je constate avec vous une espèce de rétrécissement du temps, une espèce de fonctionnement de gestion par les affects des rapports sociaux où on s'aboie facilement au visage, où on est pulsion pure, aussi bien chez les enfants évidemment, mais là on peut se dire que c'est normal chez les plus petits, mais chez les adultes aussi. Et pour ce qui est des clés, puisque le titre de l'émission était les clés de l'éducation, moi j'en vois 3 qui me paraissent essentielles, notamment en tant que maman, parce que je suis maman de 3 enfants. C'est la question de l'échange et de la parole, mais de la parole vraie, c'est-à-dire c'est pas je viens te chercher à l'école, je te colle la tétine pendant que je me colle le téléphone à l'oreille. C'est-à-dire des vrais moments de dialogue, surtout d'échange, du vrai langage et avec du sens derrière, pas juste tu as faim, tu as soif, voilà. La confiance, parce qu'il me semble qu'il est primordial que la cellule familiale soit toujours perçue comme l'ultime refuge. Même si on se dispute, même si on se fâche, même si on se fait gronder, que l'on sache qu'en cas de choses très très graves, on pourra se retourner vers cette cellule familiale qui pour moi doit être vue au sens élargi parce qu'il y a des âges où on se confie plus à son grand frère qu'à son papa ou à sa maman. Et puis surtout le cadre, mais le cadre cohérent. Parce que beaucoup de parents pensent mettre du cadre, très sincèrement, mais il y a un manque de cohérence globale.
Donc, si vous dites à un enfant l'école est important, c'est important, et puis que vous le faites manquer parce qu'il y a les soldes ou parce qu'on s'est couché tard, parce qu'on a fait l'apéro chez ses potes, il n'y a pas la cohérence. Et quand il n'y a pas la cohérence, très souvent, moi j'observe chez les enfants une forme d'anxiété qui se développe. Absolument. Parce que le parent va ne rien dire pendant longtemps, puis d'un coup va se mettre à hurler, donc il n'y a pas de lisibilité pour l'enfant. Et moi je crois que le cadre cohérent est effectivement fondamental. C'est ce que j'appelle le bon sens, hein, mais je crois qu'en effet vous avez raison, si les repères sont flous, c'est terrible pour un enfant parce il sait plus s'il a le droit, s'il n'a pas le droit, s'il va se faire gronder, s'il va se faire féliciter, enfin bref quoi. Oui, tout à fait. L'insécurité n'est pas bonne. Mais vraiment, le langage par-dessus ça me semble essentiel parce que je le vois se perdre, je le vois s'appauvrir autour de nous, mais s'appauvrir aussi dans les familles. Avant, il n'y avait pas la télé, on s'asseyait, on ne pouvait pas faire autre chose que de se parler à table. Là maintenant, vous êtes à table, il y a celui qui a son téléphone, il y a celui qui a la télé, on a la radio allumée, enfin voilà. Le langage qui est la base pour moi de l'éducation, il faut le remettre au cœur de la chose. Ne serait-ce que pour expliquer le cadre. Alors, comme vous aimez beaucoup Didier, je le laisse converser avec vous. Didier, vous répondez quoi à Laurence ? Je suis très content d'avoir une fan parce que c'est contrairement à ce qu'on pense, c'est assez rare. Donc, pour ça non. Je suis toujours ravi d'être dans votre émission, Brigitte. Vous êtes pratiquement la seule qui me laisse une grande liberté de parole. Non, mais tout ce que dit Laurence, c'est formidable parce qu'il faut jamais oublier que dans l'éducation, toutes ces notions de communiquer, de partage, de confiance qu'elle a redit, c'est essentiel. On peut pas faire de l'autorité si on n'a pas ces bases affectives solides, de respect inconditionnel de l'enfant. Mais comme elle l'a dit aussi dans son introduction, ce qui est terrible, c'est que si on fait preuve d'autorité, on est vécu comme fasciste très vite. C'est pas bien, ça casse l'autre, c'est castrant, etc. Non, c'est l'inverse. L'absence d'autorité, ça fait des petits tyranniques. Hein. Je me souviens d'une phrase de l'écrivain Primo Levi, vous savez, celui qui avait écrit sur la Shoah, etc., Le premier homme. J'ai lu récemment un de ses derniers livres, qui s'appelait Les naufragés, les rescapés, et il fait une conclusion, il écrit une conclusion terrible. Il dit « Les nazis n'étaient pas des monstres, ils étaient mal éduqués. » Donc c'est quand même terrible. C'est-à-dire, on en est arrivé à ce que certains enfants aient des comportements réellement fascistes ou nazis. Mais je pense, je sais pas si vous êtes d'accord, Didier, Laurence, mais je pense qu'un être humain à la naissance, c'est jamais un monstre. Ce qui peut le rendre monstrueux, c'est en effet parce on y est passé à côté. Alors, vous parliez de la confiance, Laurence. Malheureusement, beaucoup d'enfants sont élevés dans des familles tellement dysfonctionnelles. Merci. Que ça peut en effet devenir des monstres. Mais essayons quand même de redonner un peu de bon sens dans notre société. Je sais pas. Et c'est pour ça qu'on invite souvent Didier Pleu à Sud Radio, parce qu'on parle vrai, même si parfois c'est pas tout à fait ce qu'on a envie d'entendre. Absolument. Mais j'espère que Didier Pleu reviendra souvent pour remettre l'ouvrage sur le métier, parce que ça a besoin d'être entendu très largement, sa parole. Parce que pour l'instant, c'est plutôt la partie adverse qui a pignon sur rue. Enfin, si on se promène sur Instagram, c'est violent quand même. C'est pour ça que je suis toujours très positif envers Brigitte, parce que je reviens souvent sur Sud Radio avec Brigitte, et c'est vrai que c'est important, ça doit faire, Brigitte, au moins une 12aine d'années qu'on collabore ensemble, parce que effectivement, il y a une fenêtre où j'ai la parole, là. Vous savez, dans le contexte actuel, par exemple, l'autre jour, je m'informais le ministre prenait des positions en disant il faut un retour à l'autorité à l'école, il faut un retour à l'autorité parentale, etc. Ok, moi je dis c'est formidable ça. Et puis après, j'apprends que le gouvernement est entouré d'un groupe d'experts pour l'histoire d'aider les parents. Et qu'est-ce que j'apprends? Le conseil pour qu'il y ait plus d'autorité chez les parents, c'est que les parents aillent dans les maisons vertes qui existent déjà en France. Alors bien sûr, on va dire que je suis encore conflictuel, agressant, etc. Mais les maisons vertes, je ne dirai pas par qui ça a été créé, c'est pas ma grande copine. Mais surtout, qu'est-ce qu'ils prônent? Même en 2024, ils prônent la bienveillance. C'est-à-dire, une fois de plus, l'autorité parentale, ça va passer par soyez simplement respectueux, aimant, partageur, communicant, et ça va suffire. Non, ça ne suffit pas. Les maisons vertes, on fait des tas de choses pour les enfants anxieux, timorés, distanciés.
Mais pour mes petits chevaux fougueux, ça ne marche pas. Et d'ailleurs, j'irai dans votre sens. Sachez que les programmes scolaires en vigueur, mis en place par François Hollande, outre le fait qu'ils ont été très appauvris de contenu, ils sont truffés au niveau de la maternelle du mot plaisir à toutes les pages. Le mot effort n'y est jamais. Donc voilà, ça va très loin cette percolation de la bienveillance dévoyée. Donc, et on voit le résultat que ça donne depuis 30 ans, avec, bonheur. N'est-ce pas? et je crois que ce qui est important en plus, Didier Pleu, c'est que moi je suis pas l'image de quelqu'un de particulièrement rigide. La page 21, merci. Allez, à demain. Heureusement, avec Fortunéo, il y a des chiffres qu'on aime. Comme numéro 1, c'est notre place au classement des banques les moins chères. Fortunéo, j'aime ma banque. Source Moneyvox 2023, premier ex-aequo. Détail du classement sur fortunéo.fr/palmarès/banque. Léo vient de découvrir la série spéciale mobile Orange 120 Go 5G. Eh oh Léo, t'es là? Il est figé comme une statue depuis qu'il a vu que le prix de 19,99 € par mois n'était pas prêt de bouger. Allô Léo? Et lui non plus apparemment. Chez Orange, pour toute nouvelle souscription, la série spéciale mobile 120 Go 5G est à 19,99 € par mois pour les clients internet sans engagement. Et c'est tout. Orange. Conditions en boutique et sur orange.fr. 5G uniquement zone déployée avec terminal compatible. Couverture sur réseau.orange.fr. À tous ceux qui aiment février, parce que c'est un mois où on dépense moins. Bah oui, il y a moins de jours. Et à ceux qui font remarquer qu'il y en a quand même 29 cette année, parce que c'est une année bitextile, bissextile. Enfin, c'est pas facile à dire. En février, Intermarché continue de s'engager contre la vie chère avec le produit le moins cher de France, comme en ce moment le riz basmati Saint-Éloi à seulement 1,25 €. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 11 février, 500 grammes soit 2,50 € le kilo sur la base d'un relevé en date du 5 février. Voir méthodologie sur intermarché.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras à les sucrés. Maman m'a appris à toujours aller de l'avant, même dans les moments difficiles. Mais quand elle nous a quittés, j'étais bouleversé. Je savais pas quoi faire, ni par où commencer. Alors j'ai appelé le 32 urgence décès. Un conseiller PFG était là pour moi et il s'est occupé de tout. En cas de décès, appelez gratuitement le 32. Une équipe urgence décès PFG vous répond 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour une prise en charge partout en France. Urgence décès 32, un service PFG. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Didier Pleu, psychothérapeute, auteur de L'éducation bienveillante, ça suffit. C'est aux éditions Odile Jacob. Nous évoquons justement quelle autorité faut-il imposer aux enfants. Peut-être que le terme imposer est un peu fort, excusez-moi. Et c'est Enza justement qui nous appelle parce que c'est votre fille de 15 ans qui visiblement ne va pas bien. Bonjour Enza. Bonjour, oui c'est ça, elle va pas bien, mais je pense qu'il y a une pathologie qui est là au-delà de ça. Oui, pour aller au début, elle pleurait beaucoup bébé, beaucoup, et on m'a rapidement dit oh mais un bébé faut que ça pleure. Du coup, du fait qu'elle pleurait, qu'elle faisait passer une nuit très très tard, j'étais fatiguée et j'avais tendance à tout lui céder. Ouais. Et une fois que c'était trop, et alors là je partais, et des fois je pouvais partir d'un quart de tour et dire non ça suffit, et tout ça petit à petit, je voulais pas mener un climat sécure parce que moi-même avec un fond dépressif et des soucis voilà qui étaient à côté. Vous étiez seule à l'élever, Enza? Non. En plus, on a failli la perdre. Je l'ai vue s'étouffer à la maternité. Son père l'a vue toute bleue s'étouffer. Donc, il y avait une espèce d'anxiété et d'angoisse de la perdre. J'avais fait 2 fausses couches avant. Donc, on était un peu sur elle, quoi. Un peu trop bien sur sûr, elle. bien sûr. Oui, bien sûr. Et ça, c'est fréquent. Quand on a très peur de perdre son enfant, on va peut-être être trop dans la surprotection et l'amour et peut-être pas assez, en effet, dans l'autorité. Mais bon, on refait pas le passé, Enza. Non, ça sert à rien. Et ça sert à rien de se culpabiliser. En revanche, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que ça ne va pas bien? En fait, elle m'en veut de beaucoup de choses parce que j'ai pas su lui poser un cadre, j'ai pas su poser mes lois, quoi. Ouais. Donc, je pense, et du coup, elle m'obéit pas, elle me prend de haut et elle m'en veut terriblement de pas avoir été une mère. Vous lui avez quand même au moins donné la vie. Elle pourrait au moins vous être reconnaissante de ça. Ouais. Merci en tout cas, Enza, de témoigner. C'est important parce que justement, Didier Pleu va peut-être pouvoir un petit peu vous aider pour essayer de rééquilibrer un peu la relation. Didier ?
Oui, vous aviez raison, Brigitte, de dire à Elsa que faut arrêter de culpabiliser, de tout le temps redire je suis peut-être responsable d'un attachement insécure avec mon enfance, j'ai pas fait ci, fait ça quand elle était toute petite, etc. Donc c'est maintenant, les choses sont rattrapables et les enfants sont très modifiables. C'est pas parce qu'on a un mauvais départ qu'à un moment donné on peut pas rectifier le tir. Et puis en tant que maman, vous avez fait ce que vous pouviez. Mais c'est vrai que Elsa n'avait pas répondu à votre question. C'était elle éduque avec qui? Parce que s'il y a un problème avec son adolescente de 15 ans, si elle n'en peut plus parce que son adolescente lui reproche ce qu'elle n'a pas eu, etc., alors qu'à mon avis, elle a dû avoir beaucoup, ou beaucoup trop même, c'est que la maman est toute seule avec son adolescente. Donc c'est toujours le conseil que je donne. Avant de donner des conseils d'autorité, si je les donne à Elsa toute seule, ça ne marchera pas. Parce que ça y est, c'est trop névrotisé leur truc, l'adolescent est en train de lui faire la peau, elle est injuste, etc. On va pas s'en sortir. Ça va être des conflits, des inhibitions, des évitements, ça va pas bien. Mais avec qui Elsa peut se faire aider? Ça peut être un conjoint, un compagnon, un oncle, un voisin, je ne sais pas, mais il faut déplacer le problème. Pas un psy, hein, parce que les psys font en général très peu autorité. Mais quelqu'un qui a du bon sens, qui est dans le coin, un voisin, un parent, qui justement va prendre le relais d'Elsa en disant « Écoute cocotte, je sais pas ce que tu reproches à ta maman, mais le fait d'être insolente, de pas aider à la maison, de rien faire à l'école ou je sais pas quoi, ou de sortir sans permission, etc. Il faut que quelqu'un reprenne le leadership là-dedans, mais il faut surtout pas qu'Elsa soit toute seule. Donc votre question était pertinente, Brigitte. Est-ce qu'Elsa est toute seule en ce moment ? Alors non, moi j'ai demandé une aide éducative parce que j'étais arrivée à un stade là, parce qu'en fait elle a été diagnostiquée HPE, HPI, dépressive, j'ai essayé de me faire accompagner par plein de psy, de thérapeutes, de médecine alternative, kinésiologie. Oui, mais là je pense que Didier parle d'un proche, de quelqu'un de. Oui, je parle d'éducation. Avec ma famille parce qu'elle était toxique, donc voilà. Non, et mais ça très bien. Mais vous n'avez pas des amis, quelqu'un. Vous êtes toute seule. Oui. Et même l'aide éducative qu'on vous a proposé, qu'est-ce que faisaient les éducateurs? Est-ce que c'était des gens qui... Non, on n'était pas prioritaire parce que elle n'était pas dans l'urgence et on manque d'effectifs. Il faut savoir qu'on est à la campagne et c'est très très compliqué pour avoir une aide éducative. Justement, j'aurais aimé avoir un éduc-spé ou quelqu'un. Enfin, j'ai été moi-même à la rencontre d'une assistante sociale en disant je peux plus, c'est terrible. Elle est dans une dépression, elle veut pas de médicaments, elle veut pas. Les thérapeutes ici, les pédopsychiatres, on était très déçus, on n'a plus confiance. Ils voulaient l'amener en hospitalisation, on a été contre. Du coup, on n'est pas des bons parents. Ils voulaient même nous ont proposé de l'amener en hôpital psychiatrique avec des contentions. On a dit mais ça va. Enfin, on était vraiment contre ça. Voilà, parce qu'elle a essayé de se suicider, mais elle n'est pas allée jusqu'au bout de l'acte. Oui, ce qui est souvent un appel au secours aussi, hein, oui. Surtout quand on heureusement on se rate. Écoutez, Enza, pardon. Moi, je pense qu'il serait quand même intéressant que vous puissiez déjà vous, même pour vous, parce que si vous allez un peu mieux, elle ira un peu mieux. Il faudrait déjà que vous puissiez retrouver un peu de lien social. Moi, je pense que visiblement son père n'est plus. Vous n'êtes plus avec son père, donc si j'ai bien compris. Si, heureusement qu'il est là. C'est lui qui. Alors. Parce que oui, il est là. Mais alors pourquoi il fait pas preuve un peu d'autorité, lui? Est-ce que ça va mieux avec son père? Oui, avec son père, je confie, elle parle et tout ça, mais moi non, j'ai pas été. Alors il faut peut-être que son père remette un petit peu plus de compréhension avec sa fille pour qu'elle vous respecte. Il faut au moins qu'elle vous respecte. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi son père ne lui dit pas tu dois respecter ta mère? Enfin, ça me paraît être... Tout ça a été dit, c'est dit et c'est posé. Voilà, non. Heureusement j'ai ça, sinon il y aurait longtemps que fou. Oui, mais attention, excusez-moi, je me permets d'interrompre parce que si effectivement le rôle de son papa c'est un rôle encore une fois d'empathie, de bienveillance, d'écoute, etc. C'est pas ça
ça l'autorité. Donc l'autorité, c'est comme disait Brigitte, c'est-à-dire je n'accepte pas que tu parles comme ça à ta mère, je n'accepte pas que tu fasses peser sur le dos de ta mère tous tes problèmes actuels, etc. Et je n'accepte pas qu'à l'école c'est un peu mou et que tu fasses pas des aides à la maison et que tu, etc., et que tu te comportes comme une princesse. Est-ce que ça, tout ça est fait? Non, vous avez raison. Ben voilà. Bienveillance, Donc, dans ce cas-là, compréhension voilà. et un peu d'autorité, un peu. Non, mais c'est pas un peu. C'est l'autorité doit être majoritaire et avec, bien sûr, de l'amour et de la compréhension. Mais dans ce que j'entends, elle n'a que des gens bienveillants autour d'elle. Excusez-moi de galvauder le terme, mais je dis pas qu'il faut être malveillant, mais il faut être ferme. C'est-à-dire, voilà ce que j'exige, moi, en tant que ton père, sur l'école, sur les relations, sur l'aide à la famille, sur les partages à la maison, etc. Et le reste, parce que c'est vrai qu'après, on va psychiatriser l'affaire. On vous entend. Non, elle nous entend plus, mais c'est pas grave. Ça va mieux, Enza, vous nous entendez? Bon, en tout cas, j'espère qu'elle pensera à écouter en podcast ce qu'on vient de dire. Oui, vous nous entendez, Enza? Bon. Mais ce que je voulais ajouter, Brigitte, c'est que le danger, c'est la psychiatrisation des problèmes médicaux. Sais. Alors, je ne dis pas qu'elle n'est pas HPI, qu'elle n'est pas TDAH, qu'elle n'est pas dans le spectre autistique, etc., mais j'entends parler que de ça. Avant de diagnostiquer tout ça, vérifier cette histoire de carence éducative. C'est-à-dire, est-ce que cet enfant-là n'est pas simplement prisonnière de ses pulsions, elle fait ce qu'elle veut à la maison? Et bien sûr, quand on fait ce qu'on veut, quand on est tout puissant, la réalité est tellement dure qu'on déprime. Et la réalité est tellement dure que, finalement, si on dit qu'on est HPI, on va dire, normalement, l'école doit être facile. Non. On a un QI de 145 ou de 120, c'est toujours dur d'apprendre les verbes irréguliers. C'est ça le bon sens dont vous parliez. Avant de pathologiser nos enfants, ayons du bon sens. C'est-à-dire, est-ce que cet enfant-là se comporte comme un enfant de son âge? Et vous avez oublié les hyperactifs, ça c'est aussi très à la mode aujourd'hui. Bon, j'espère qu'Enza nous entend, mais sinon peut-être qu'elle pourra écouter en podcast. Ce qu'on entend bien, encore une fois, c'est que oui, heureusement le papa est là, mais le papa ne fait pas sert à rien, n'exagérons rien, Didier Pleu, mais en tout cas ne fait pas preuve. Non, mais sert à rien en autorité, c'est ça que je veux dire. Il sert sans doute beaucoup en affection, mais ils en ont plein d'affection. En 2024, le problème n'est pas de la carence affective, contrairement à ce qu'on dit. Non, c'est la carence éducative. Donc là, au niveau de l'éducation, le papa est gentil, bienveillant, empathique, mais je n'entends pas quelqu'un qui dit « on ne parle pas comme ça à ta mère ». Je me souviens qu'en consultation, un jeune avait dit devant moi, premier entretien à sa maman, « oh l'autre là ». Et aussitôt, j'avais dit « toi, moi, je suis un autre aussi qui te demande d'aller dans la salle d'attente. Salut bonhomme ». Oui, on ne parle pas comme ça à sa mère. On est bien d'accord. Merci Enza en tout cas, et votre témoignage était important parce qu'il est très révélateur justement de ce dont on parle aujourd'hui. On est avec Christophe maintenant. Bonjour Christophe. Bonjour Brigitte, bonjour Bruno. C'est pas Bruno, c'est Didier. Mais ça peut. Excusez-moi, Didier Pleu. Non, bonjour. Bon, et pourquoi vous l'avez appelé Bruno? Vous avez une idée, Christophe? Je sais pas. Un de vos invités s'appelle Bruno et c'est pour ça. On me confond souvent avec Bruno Bettelheim. Aussi, j'ai lu aussi intéressant. Je suis pas sûr que vous aimiez beaucoup Bruno Bettelheim, Didier Pleu, ça m'étonnerait. Enfin, je sais pas. Non, c'est pas ma tasse de thé non plus. On est bien d'accord, donc je vois. L'autisme et les mers froides, ça m'a jamais fatigué, beaucoup plus. Bon, en tout cas, reste vide, c'était intéressant aussi. Oui, c'est une approche différente. En tout cas, vous allez répondre à 3 questions intimes. Vous pourrez en poser une ensuite à Didier Pleu. Christophe, en sexualité, vous préférez être soumis ou dominant? J'allais dire les deux. Les deux. J'aime bien le mot switcher, voilà. Il y a des moments où c'est agréable de se laisser aller, d'autres moments où c'est agréable de prendre... Alors, je vais poser la question autrement. Vous êtes avec une partenaire pour la première fois, vous seriez plutôt dominant ou soumis? Ouais, c'est compliqué parce que j'aime pas être réduit à ça. Je préfère être à l'écoute. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ça va être... je vais plus me mettre à la disposition de la partenaire. Alors, ça peut être une forme de soumission, peut-être. Peut-être, oui, on va dire. On peut le voir comme ça. On va dire ça. De toute façon, vous n'êtes pas un vrai dominant, ça c'est clair, on l'entend bien. Oui. Deuxième question. Qu'est-ce que vous ne supportez absolument pas chez une partenaire sexuelle?
L'inaction. Le côté planche à repasser. Voilà, oui. étoile de mer. Étoile de mer, c'est plus joli, vous avez raison. Étoile de mer, c'est plus joli que planche à repasser. Et dernière question, est-ce que vous regardez de temps en temps de la pornographie, et si oui, quel genre de pornographie? Alors, j'en regarde avec mon épouse, et plus sur, j'allais dire, des vieux films, avec une histoire. D'accord, le côté Marc Dorcel, les films des années avant 90, quoi. Ouais, un peu de scénario. Voilà. Ouais, d'accord, un peu très bien. d'histoire. Eh bien, vous pouvez poser une question à Bruno, il vous écoute. Alors Bruno, j'entends votre émission depuis le début, je partage beaucoup de vos idées. J'allais dire, quand on est parent, on fait comme on peut avec ce que l'on est. Comment vous travaillez avec les parents? C'est plus la question que... voilà, parce que travailler avec des enfants, je connais un peu, mais avec les parents, comment leur faire comprendre ça? Parce que l'amour, c'est l'amour inconditionnel de parents, et on a tendance à excuser tout. Justement, quelle est votre approche par rapport aux parents? Vous comprenez quand avec les parents, bien sûr. Et quand je travaille avec les parents, bien sûr, je vais pas leur apprendre à aimer leur enfant, ça ils savent le faire. Mais par contre, ce que je travaille avec eux, c'est l'aspect émotionnel, parce que souvent, quand un parent manque d'autorité, comme on dit, de conflictualité, de déséquilibrer un peu l'enfant, etc., c'est qu'il est aux émotions. Certains parents sont anxieux, d'autres sont en colère, et souvent c'est lié à leur passé. C'est vrai que quelqu'un qui a vécu les blouses grises et un père autoritariste, il va avoir du mal à enlever l'écran de son adolescence. C'est une évidence. Une maman qui a été, elle, très dévalorisée, va avoir du mal à ne pas tout le temps gratifier son enfant et lui exprimer tout le temps du positif. Donc je travaille déjà sur... Rejoins la communauté Cam4 et explore de nouveaux plaisirs. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. En plus, c'est gratuit. Cam4. Hey Ramsès, chez Feu Vert, si t'achètes une ampoule, la deuxième est 100% remboursée. J'ai pensé à un nom de promo super. L'ampoule 2, le retour. On parle de pouvoir d'achat, pas du chat. Ah. En ce moment, pour une ampoule ou un coffret d'ampoule acheté, le deuxième est 100% remboursé. Feu Vert, le pouvoir de l'expert. Offre de remboursement différé sur une sélection de produits. Modalité sur feuvert.fr. À tout instant, écoutez Sud Radio, en voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store. Bouygues Télécom. Qu'est-ce qu'on a? L'enquête révèle des appels visio, un film en HD, bref, toute la famille fait ramer le Wi-Fi. Pas de panique. Chez Bouygues Télécom, profitez de la rapidité du Wi-Fi numéro 1, même quand tout le monde est connecté. En ce moment, le Wi-Fi numéro 1 est à petit prix. La série spéciale fibre avec 180 chaînes télé est à seulement 34,99€ par mois. Appelez gratuitement Bouygues Télécom au 3106. Offre réservée aux clients mobiles Bouygues Télécom, engagement 12 mois, conditions et éligibilité sur bouyguestelecom.fr. Wi-Fi numéro 1 au score global du baromètre Wi-Fi 2023, publié sur nperf.com. Encore un colis Bureau Vallée? Cette fois-ci, je dis rien. Tu vas où? Dans mon bureau avec ma nouvelle imprimante. Et y a écrit quoi là? Laura. Donc c'est mon imprimante. La Brother MFC G4535 DWXL Jet d'encre Wi-Fi 4 en 1 est à 245,90€ au lieu de 329,90€. En plus, jusqu'à 150€ remboursés en différé par Brother. Bureau Vallée, on met la barre très haut et les prix très bas. Valable jusqu'au 10 février dans la limite des stocks disponibles. Conditions de remboursement et magasins participants sur bureau-vallée.fr. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est en compagnie de Didier Pleu, psychothérapeute, que nous essayons de comprendre en quoi l'éducation bienveillante peut être néfaste pour l'enfant qui deviendra un adulte un petit peu carencé, en tout cas, peut-être pas en amour, mais en autorité. Elena, merci d'être avec nous parce que votre témoignage est important puisque vous avez un enfant de 7 ans, hein, c'est ça, en garde alternée. Hein. Exactement. Racontez-nous. Donc nous, dans notre domicile, on a une éducation peut-être stricte, comme vous dites, mais avec de la bienveillance. Donc, on veut qu'il y ait le respect de la maison, le respect de l'adulte, des autres, le respect de l'école, de ses camarades. Mais aussi avec beaucoup d'écoute.
il y a quand même de l'empathie et de l'écoute. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as mal? Pourquoi tu souffres? Pourquoi c'est terrible, Elena, parce que dès qu'on parle d'autorité ou d'éducation stricte, tout de suite on est obligé de se justifier en disant mais quand même on est à l'écoute de notre enfant. On est entre les deux. Moi je dois avouer qu'on est quand même entre les deux. Mais c'est bien. Une semaine sur deux, c'est complètement l'inverse. C'est beaucoup voilà, tout est cédé. Il n'y a pas de valeur inculquée. On le met devant l'écran, la télévision, le téléphone. Je trouve ça catastrophique et c'est lui, j'ai l'impression, qui décide de ses journées. Et puis même le non, il ne le comprend pas. Alors moi j'ai une question, c'est comment un enfant peut se retrouver dans ces modes d'éducation séparés avec un côté oui, un côté non, un côté très laxiste, un côté un peu plus sévère. Comment on peut se construire du coup avec deux éducations différentes? Didier? La réponse c'est qu'on ne peut pas, malheureusement, parce que c'est fondamental. Pour qu'un enfant puisse évoluer, il faut que ce soit cohérent. Brigitte l'avait dit dans son introduction, faut que l'enfant voit toujours un peu les mêmes choses. Bien sûr, faut qu'il voit des différences. Si tout le monde était complètement cloné, papa et maman, il n'y aurait pas beaucoup d'intérêt à s'identifier. Mais il faut quand même qu'il y ait une très grande cohérence. Et là, dans ce cas-là, dans ce que j'entends, si vous avez bien lié bienveillance et autorité et que de l'autre côté, c'est le Far West, vous allez devenir père et mère fouettard et lui, ça va être l'animateur de Club Med, quoi. Donc, il met son enfant en danger. Malheureusement, l'enfant risque de choisir, bien inconsciemment, plutôt la garde où il y a du Far West et il y a du je fais ce que je veux quand je veux. Parce que souvenez-vous, il y a cette fameuse histoire du creuset du plaisir chez tout être humain qui s'appelle le striatome dans le cerveau et que l'enfant, comme tout être humain et encore plus chez lui, il est pulsionnel. Et donc là où sa pulsion peut se réaliser, c'est-à-dire son plaisir immédiat, il va signer. C'est vrai que si l'enfant a plein d'écrans chez son père biologique, c'est là plutôt qu'il va attendre de revenir chez son papa pour bénéficier de l'écran et non pas revenir chez vous pour commencer à mettre le couvert et à bien ranger la chambre. Il va faire vite son choix. Et pourtant, il préfère quand même rester à notre domicile. Le pourquoi du comment, ça, je ne saurais dire, mais c'est vrai que il y a des fois, il n'a pas envie d'aller chez son papa. Et il préfère rester avec nous. Et je pense que aussi, du coup, ça les sécurise et ça les cadre en fait ces règles et qu'ils en ont aussi besoin. Sans doute, mais il y a aussi une chose que vous avez dite qui me semble très importante et qu'il n'a certainement pas chez son père, c'est que vous êtes à son écoute. Et quand on met le gamin devant la télé, devant des jeux, devant quelque part, il se sent, il n'existe pas, vous voyez. Oui. Et ça, c'est peut-être votre atout. Oui, Didier, allez-y. Non, mais Brigitte, j'abonde dans votre sens, tout à fait. Mais en plus, le risque, c'est même si cet enfant est sécurisé avec sa maman parce que l'éducation existe, elle risque, cette semaine de garde alternée, risque de tout détricoter. C'est ça le problème. Elle va pas reprendre tous les dimanches soirs. Et à chaque fois, pareil, il manque un truc, les devoirs, ça sera jamais, les petites leçons, ça sera jamais fait chez le père et tout. C'est ça le problème, c'est que vous êtes devant un obstacle, tout ça parce qu'il ne coopère pas. Donc dans ce cas-là, je crois qu'il faut aller dans des services de médiation. N'hésitez pas à dire que votre enfant peut être en danger, même s'il est sécurisé chez vous. Il y a des services qui existent, dits de médiation, où effectivement, il y a des professionnels qui vous disent qu'il faut au moins qu'il y ait une harmonie, un peu, entre papa et l'ex-conjoint ou l'ex-conjointe, vous voyez ce que je veux dire? Sinon, vous allez ramer. D'accord. Oui, je pense que je vais faire ça. Oui, je pense que c'est en même temps, il a 7 ans, donc vous êtes séparés depuis quel âge il avait quand vous avez commencé la garde alternée? Il avait 2 ans tout juste. Ah oui, donc ça fait quand même déjà 5 ans qu'il se balade comme ça d'un côté et de l'autre, oui. De toute façon, vous arrivez quand même à communiquer encore avec son père ou c'est difficile? Très peu parce qu'il n'arrive pas à voir les choses, il est borné. Et même si c'est son petit garçon qui lui dit, il n'entend pas les choses, il ne les voit pas.
C'est très compliqué. Et il me dit que je fais passer du coup les émotions, le ressenti. Par exemple, il y a des dimanches soirs où il va rester chez moi parce qu'il ne veut pas aller chez son père. Il lui dit c'est comme ça, tu n'as pas le choix. Et moi je suis plus dans le pourquoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu ne veux pas y aller. Donc dans l'écoute. C'est vrai que je suis moins stricte à ce moment-là, mais oui, c'est très compliqué, quoi. Oui, donc je crois que Didier a raison. Il faut que vous alliez chercher un peu plus d'autorité au sens de la loi. 42 Français tués, 3 autres toujours portés disparus et donc présumés otages. Emmanuel Macron assure que la France continue d'œuvrer pour leur retour. Les familles des victimes se sont ensuite entretenues avec le chef de l'État. Pendant ce temps, Anthony Blinken est à Tel Aviv pour discuter d'une trêve à Gaza. Le secrétaire d'État américain poursuit les discussions pour parvenir à un cessez-le-feu. Il doit rencontrer les dirigeants israéliens pour favoriser un nouvel accord incluant la libération d'otages. Le Qatar, médiateur, assure avoir reçu du Hamas une réponse positive sur la proposition d'accord de trêve. Selon les autorités israéliennes, 132 otages seraient toujours aux mains du groupe dans la bande de Gaza. Salah Abdeslam, extrait de sa cellule en Belgique et incarcéré en Île-de-France. Ses avocats avaient obtenu de la justice belge qu'il puisse provisoirement purger sa peine en Belgique. Salah Abdeslam a été condamné à la prison à perpétuité pour son implication dans les commandos terroristes du 13 novembre. Il a également été condamné à 20 ans de prison en Belgique après le procès des attentats de 2016 à Bruxelles. 6 personnes en garde à vue à Montpellier soupçonnées d'être impliquées dans la mort d'un adolescent de 16 ans tué à l'arme blanche lors d'une altercation entre deux groupes. La rixe a vraisemblablement eu lieu sur fond de rivalité amoureuse. La plainte de Judith Godrèche contre Benoît Jacot. L'actrice accuse le réalisateur de viol avec violence alors qu'à l'époque elle n'avait que 14 ans. Lui en avait 25 de plus. Judith Godrèche affirme qu'elle était sous emprise. Le réalisateur se défend et explique qu'il s'agissait d'une relation amoureuse consentie. Et puis le début aujourd'hui des championnats du monde de biathlon en République tchèque. Parmi les Français alignés, Quentin Fillon-Maillet, Émilien Jacquelin, Justine Brezas-Boucher ou encore la révélation Lou Jean Monod. C'est le relais mixte qui ouvre ces mondiaux. La Norvège est la grande favorite de la compétition. Voilà pour l'info, passez une excellente après-midi. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. On est en compagnie de Didier Pleu aujourd'hui. Vous êtes psychothérapeute, auteur de nombreux ouvrages. Le dernier s'appelle L'éducation bienveillante, ça suffit. C'est aux éditions Odile Jacob, dans lequel vous nous expliquez qu'il est temps de remettre un peu d'horizontalité, qu'est-ce que je raconte, de verticalité, pardon, et d'autorité dans notre société. Et il est évident que les faits divers qui s'accumulent en sont largement la preuve. Alors, on va donner la parole à Edith dans un instant, mais d'abord j'aurais aimé la réponse à ma devinette. C'est quelqu'un de plutôt petit, il pue un peu de la gueule, il a plutôt un petit pénis et pourtant il est avec une maîtresse vraiment très belle. De qui s'agit-il ? Vous avez une idée ? Non, j'ai réfléchi, mais je crois que je suis pas mauvais en éducation, mais en devinette, non, vraiment, c'est mal et c'est quelqu'un qui remue beaucoup la queue ? Non, ça vous aide pas. Un animal, mais bon. C'est un chien. Il est petit, bon, okay. il pue un peu de la gueule, il a un tout petit zizi et pourtant il a une maîtresse qui est superbe. Qui ça peut être à part un chien, hein, franchement. Vous êtes d'accord, hein ? Oui, non, j'étais bien loin de tout ça. Bon, elle est mignonne, reconnaissez, elle est pas bien méchante. Hein. Elle est charmante. Elle est charmante, voilà. Et quand on sait à quel point j'aime les chiens, on la comprend mieux. Bonjour Edith. Bonjour. Merci je ris de votre humour, Brigitte. Bonjour votre invité. Didier qui est avec nous. Alors vous êtes éducatrice, donc c'est intéressant d'entendre ce que vous avez envie de nous raconter. Eh bien oui, je suis éducatrice spécialisée et je reçois en cabinet de consultation, je suis libérale, donc je travaille à mon propre compte et je reçois dans mon cabinet de consultation bien des parents qui sont en difficulté et avec qui les relations avec les enfants ne sont pas toujours simples et les relations familiales de manière plus générale. Donc mon travail, c'est d'accompagner les choses et ces familles de façon à ce que ça soit plus fluide et plus serein. Voilà. Et je suis aussi l'heureuse maman de 2 enfants qui ont 10 ans et 7 ans. Voilà. Et vous constatez justement, ça fait plusieurs années, j'imagine, que vous êtes éducatrice. Oui,
oui, ça fait 15 ans à peu près. D'accord, oui, bon, très bien. Et vous avez l'impression que ça s'aggrave, ce manque d'autorité, et qu'il y a de plus en plus d'enfants qui ont du mal à se poser ou pas? Alors, pour moi, il y a un double mouvement. On constate dans nos consultations une augmentation et un meilleur repérage. C'est un double mouvement des enfants, effectivement, qui développent des comportements qui posent des difficultés aux adultes. Et il s'agit de tous les troubles du comportement dont on peut parler. Enfin voilà, il y a les troubles de l'attention, de l'hyperactivité, les troubles du spectre autistique, ce genre de choses. On remarque deux choses. C'est d'une part, ces enfants sont mieux repérés, et d'autre part, ils sont mieux repérés, et ils sont en augmentation. Enfin, a priori, de manière empirique, c'est ce que j'ai l'impression que nous partageons comme constat au niveau professionnel. Et ensuite, face à ça, nous avons aussi un changement de paradigme où il y a les tenants d'une forme d'autorité qui serait révolue et qu'il faudrait remettre dans la société. Et ça, tout ça, c'est un peu les suites de mai 68 qui ont instauré ça. Et puis, il y a aussi maintenant d'autres façons de voir l'autorité et la parentalité et l'autorité de manière bien plus générale. Hein, ça se voit aussi dans le management, où on se rend compte qu'il y a une troisième voie à trouver. C'est pas qu'une question d'autoritarisme ou de laxisme. Entre l'autoritarisme et le laxisme, il y a tout un champ des possibles. Et ce champ des possibles, bien souvent, et avec les enfants notamment qui sont un peu atypiques et avec des comportements compliqués, cette voie du milieu, elle fonctionne très bien avec eux. Ces enfants-là nous mettent, nous adultes, au défi d'arriver à les élever, à leur permettre de grandir tout en étant ce qu'ils sont. Et en même temps, et pour relever ce défi, il n'y a pas le passage en force ou la domination ou la verticalité dont vous parliez tout à l'heure. Avec certains, elle fonctionne, et avec certains, elle fonctionne pas du tout. Et ceux avec qui ça fonctionne pas du tout, il faut trouver d'autres chemins. Et c'est vrai que dans les autres chemins que moi, en tout cas, je peux accompagner, produisent des relations plus fluides et plus sereines au quotidien. Voilà. Et alors, quel serait le genre d'enfant avec qui la verticalité ne fonctionne absolument pas ? Il y a 3 types de rapports à la loi. Il y a, et ça c'est pareil pour tous les humains, c'est pareil pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Hein. On peut, face à une loi qui nous est donnée, une commande qui nous est donnée, on peut réagir en se rebellant, on peut réagir en se soumettant. Et la troisième voie, c'est celle qu'on appelle de l'autodétermination. Et donc celle-ci, l'enfant, on va lui apprendre non pas à réagir de manière un peu automatique et émotionnelle, soit en se soumettant, soit en se rebellant, mais plutôt à prendre conscience de ce qui lui semble juste, et c'est un apprentissage, ça se fait pas tout seul évidemment, à prendre conscience de ce qui lui semble juste à lui. On peut lui donner nos propres référentiels de ce qui nous semble juste à nous, de ce qui semble juste à la société, de la loi de manière générale dans la société, pour qu'il puisse construire un rapport à la loi qui ne soit pas juste une réaction, mais qui soit quelque chose de plus conscient, je dirais, aligné en fait, avec son propre système de valeurs qu'il est en train de construire et qu'on l'aide à construire. Voilà ce que je pourrais en dire. Et moi, j'ai comme ça un petit exemple qui vient de mon fils qui a 9 ans, oui. Et qui alors moi je travaille en tant qu'éduc-spé, je propose des ateliers de communication dans les temps d'activité périscolaire, et donc j'ai l'habitude de travailler avec les animateurs de ma commune. Et donc mon fils récemment avait été puni et n'avait de cesse de dire aux animatrices que ça servait à rien de punir, que en gros, ça me faisait rire parce qu'en gros il leur a expliqué que la raison pour laquelle il obéirait la prochaine fois, ce serait par crainte de la punition et non pas parce que réellement il a compris ce qu'on lui reprochait.
Et que ce qu'il fallait rechercher, c'était de fait que l'enfant puisse comprendre qu'est-ce qui se passe et puisse réfléchir. Et quand il a dit ça aux animatrices, qui sont des collègues, évidemment, j'en ai entendu parler, ça m'a fait beaucoup rire, on en a beaucoup ru entre nous, mais ça a interpellé tout le monde. Voilà. Et mon fils, évidemment, il est éduqué avec une maman et un papa qui essayent de lui apprendre ce type de rapport à la loi. Alors je dis pas qu'on y arrive tout le temps, mais en tout cas c'était très marrant comme situation d'avoir un petit garçon de 9 ans qui clamait haut et fort que se faire punir ne permettait pas de réfléchir et construisait même chez l'enfant un automatisme qui consiste à éviter autant que possible la punition ou sans se faire prendre. On fait des bêtises sans se faire prendre. C'était marrant de l'entendre dire ça. Alors justement, Didier Pleu, qu'est-ce que vous avez envie de répondre à Émilie et à ceux qui nous écoutent ? Edith. Edith, pardon, excusez-moi, Émilie, c'est notre prochaine auditrice. Pardon. Il y a plein de choses. C'est vrai que je suis pas forcément d'accord par rapport... est-ce qu'un enfant peut toujours intégrer la loi parce qu'il la trouve juste, etc. Je crois que dans le principe de réalité, il y a des tas de lois qu'on trouve injustes, mais qui sont comme ça. Je veux dire, moi j'aime rouler vite, et boum, s'il n'y avait pas d'histoire de points, je pense que je ferais peut-être des bêtises. L'humain a aussi besoin d'interdits, même si ça ne lui plaît pas, même s'il trouve injuste, même s'il n'a pas intériorisé la loi. Et quand j'entendais Edith, c'est intéressant, bien sûr, que l'enfant ne soit pas simplement quelqu'un qui se soumet, devant la domination des adultes ou de se rebeller. La rébellion et la soumission, c'est les deux extrêmes qui sont pas très bons. Mais c'est vrai que ce que j'entends souvent, c'est il y a ce refus de verticalité. On parlait de verticalité. J'ai vu que ce terme-là, ça offusquait un petit peu Edith, mais la verticalité, vous savez, il y a un terme en anglais qui dit c'est up-down, c'est-à-dire ça va du haut vers le bas. En ce moment, on est tout le temps dans le down-up. On est tout le temps à vouloir que l'enfant intègre les interdits, comprenne ce qu'on lui demande, respecter sa sensibilité, sa singularité, tout ça c'est excellent, mais il faut aussi du up-down, c'est-à-dire on peut aussi être un adulte significatif qui de temps en temps propose, exige, impose, montre un vrai modèle et quelquefois effectivement va être dans la conséquence si ça ne marche pas, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce sont les deux. Oui, on a besoin d'écouter l'enfant dans sa singularité, ce qui n'était jamais fait au temps de l'autoritarisme, où l'enfant en était chosifié, c'est un légume. Mais il faut aussi que l'adulte existe, c'est-à-dire quand le petit enfant donne une leçon aux adultes pour leur expliquer qu'effectivement la punition donne pas grand-chose, moi j'ai envie de dire pourquoi il a été puni, quoi. Est-ce qu'il accepte que de temps en temps, il y a des gens qui ont dû imposer des choses et que ça ne lui plaît pas, vous voyez ? Tout ça aussi, ça fait partie de l'éducation. Il y a des moments qu'on n'aime pas, il y a des profs qu'on n'aime pas, des animateurs qu'on n'aime pas, on aura aussi des managers qu'on n'aime pas, et peut-être dans nos couples, il y aura peut-être des moments où on n'aime pas notre conjoint. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une réalité qui fait qu'on ne peut pas toujours donner raison à celui qui apparemment est victime. Il ne s'agit pas de donner raison ou tort. Il s'agit ni de ça ni d'une autre chose et ces modèles effectivement moi je ne diabolise ni la verticalité ni je n'angélise l'horizontalité, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de qu'est-ce qu'on veut construire comme humanité de demain et il s'agit aussi de ce que vous avez dit d'ailleurs, parce qu'en fait, ça ne s'oppose. Ce que vous dites, c'est ce que je dis. Non, je pense que vous n'êtes pas. Non, je pense pas que vous êtes si opposés. Non, pas du tout. Moi non plus, je pense pas. Je pense que parce qu'on parle tous les deux de l'écoute et qui a l'air aussi tout aussi importante pour vous que ce que je le disais moi-même, l'écoute de l'enfant. Mais ça ne se contredit pas. En fait, dans la façon que j'ai de voir les choses, tous les sentiments sont autorisés, mais certaines actions doivent être limitées. Par exemple, le sentiment de colère, qui est un sentiment contre lequel on a souvent envie de lutter. C'est une émotion. Une émotion, plutôt. Pas un sentiment, oui, bien sûr, excusez-moi. En tout cas, l'émotion de la colère, qui est l'émotion typique contre laquelle on a souvent envie de lutter. Souvent on va aller contre, ça impulse ça, cette énergie de la colère. Eh bien, on va dire dans cette approche-là qu'on va écouter les raisons de la colère de l'autre, mais c'est pas pour autant qu'on va accepter et qu'on va pas réprimer
la violence qui peut en découler, la violence dans les actes ou la violence verbale, etc. Parce qu'évidemment, nous vivons dans un monde où il y a de la loi, du cadre, de la verticalité, et qu'elle doit aussi être intégrée par l'enfant. Et entre autres, pour qu'elle puisse être intégrée par l'enfant, il faut effectivement la positionner de manière très ferme. Mais et en même temps, ça n'empêche pas d'écouter ce qu'il ressent. Vous avez raison, Edith. Toujours à prendre un dessert, Eden Red, c'est comme mamie. Quand on la sort au resto, c'est elle qui paye. Sauf que nous, on ne compte plus en francs. Tickets restaurant, mais aussi mobilité, cadeaux et CESU. Eden Red. Pensez pour être dépensé. Sueur nocturne, bouffée de chaleur, fatigue, de nombreux déséquilibres touchent les femmes à la ménopause. Manae Ménopause est la solution complète sans hormones pour se sentir bien. Retrouvez toute la gamme Manae en pharmacie. Manae, la référence naturelle depuis 20 ans. Une marque Vitavea. Pour votre santé, bougez plus. Leclerc, bonjour. Ouais, salut. En ce moment, ma mère fait sans arrêt du chou-fleur. En gratin, en salade, en soupe. Elle arrête pas. À ce qui paraît, c'est la saison. Oui, je confirme. Et c'est très bon le chou-fleur. Ouais, enfin, je voulais surtout savoir, d'après vous, la saison des frites, ça commence quand, là? Alors ça, on sait pas trop. Mais en attendant, le chou-fleur de Bretagne Origine France est à 1,79€ la pièce du 6 au 10 février. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Catégorie 1, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Bonjour, c'est Sonia Dubois. Avec Régime Box, j'ai perdu 12 kilos en 4 mois. Et c'est cher? Pas du tout. Le programme Régime Box, c'est vraiment économique. Ça coûte moins cher que de manger dehors ou de faire ses propres courses. Donc, en plus de perdre du poids, vous économisez de l'argent, c'est bien ça? Mais oui. Et en plus, Régime Box vous livre exactement ce dont vous avez besoin. Les portions sont justes, il n'y a aucun gâchis. Alors commandez maintenant et bénéficiez d'une réduction allant jusqu'à moins 50%. Rendez-vous tout de suite sur regimebox.fr, regimebox.fr. Voir détails de l'offre sur le site. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Didier Pleu est avec nous, psychothérapeute. L'éducation bienveillante, ça suffit. C'est votre dernier livre aux éditions Odile Jacob. Si vous voulez mieux comprendre les propos de Didier Pleu, n'hésitez pas à vous procurer l'ouvrage qui est évidemment encore disponible. Alors, Émilie, vous réagissez au témoignage de Elena et au conseil qu'a donné Didier Pleu justement de tenter une médiation. Émilie, vous avez eu ce problème de garde alternée et vous avez été vous avez tenté la médiation et ça s'est retourné contre vous, hein. C'est bien oui. ça? Oui, c'est ça. Bonjour. Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que au moment de la séparation, quand ma fille allait chez son papa, je pensais justement qu'il y aurait une harmonisation au niveau de notre façon de fonctionner. Et ça n'a pas du tout été le cas. Et en fait, le fait que je m'en sois plaint, ça s'est retourné contre moi parce que j'ai été accusée de mère abusive, envahissante. C'est même parti, c'est allé très loin puisque j'ai été accusée du syndrome d'aliénation parentale. Et en fait, moi, je demandais juste à ce que ma fille ne soit pas livrée à elle-même, ne se retrouve pas, comme l'a dit votre autre témoin, avec la télé, sans faire les devoirs. Voilà. Et ça a été très, très violent pour ma fille et pour moi-même d'ailleurs, parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Vraiment pas. C'était en quelle année? Alors, c'était il y a 15 ans. D'accord. Donc on était en pleine période éducation bienveillante et ah oui, mais ça a été vraiment catastrophique parce qu'il y a dramatique, oui. Oui, il y a eu un expert psychiatre de nommer, pardon. Et l'expert psychiatre m'a carrément interdit d'envoyer ma fille chez son papa avec des devoirs. Il m'a interdit, il a interdit à ce que ma fille fasse son loisir sur le temps de garde du papa. Ça a été vraiment très compliqué, et une incompréhension totale, bien sûr pour ma fille, qui a vraiment aussi perdu à ce moment-là confiance beaucoup dans les adultes. Elle avait quel âge 2 ans et demi et ça a duré un certain temps. Hein. Ça a duré un certain temps et c'est vrai que j'ai d'abord essayé de parler avec le papa. En disant que ce serait bien de pas la télé, surtout la télé, elle était laissée devant la télé toute seule, donc elle a eu des terreurs nocturnes assez souvent, assez fréquemment.
Et elle-même s'en est plainte en fait. Elle se plaignait, elle me racontait des choses. Donc j'ai pas pris tout de suite pour argent comptant ce qu'elle disait, bien sûr. Mais j'ai essayé de discuter avec le papa et ça a vraiment été chose vaine. Et je vous dis, ça s'est retourné contre moi. L'expert psychiatre, la médiation, enquête sociale. Voilà. Alors parce qu'on m'a dit que je ne pouvais pas imposer des choses par rapport au moment qu'elle passait avec son papa. Mais je voulais pas imposer des choses. Je voulais juste non, je comprends bien. Oui. Voilà. C'est terrible ce que nous dit Émilie Didier Pleu. Oui, c'est dramatique parce qu'effectivement, c'était il y a 15 ans, j'espère que ça arrivera moins maintenant, qu'ils sont un peu mieux formés, mais on a l'impression que ça dépend de l'obédience et des croyances de l'expert ou du professionnel. C'est ça qui est terrible. Et là, elle a dû avoir affaire à quelqu'un qui croyait toujours à cette histoire, les mères forcément coupables. Les mères forcément coupables, donc ça veut dire que si elle est trop exigeante, elle est abusive. Si elle est trop autoritaire, ça va être de l'aliénation pour l'enfant, etc., etc. Ça, ce sont des partis pris, effectivement. Et là, je me bats moi-même avec des professionnels, même en 2024, parce que l'autre fois, j'avais une petite conférence et il y avait des professionnels qui me disaient mais Didier Pleu, je suis désolé, les délinquants, ce sont les délinquants juvéniles, ce sont des adolescents qui ont eu des carences affectives. Et je leur disais, oui, parfois, mais moi, j'ai vu aussi des centaines de voleurs parce que j'ai été éducateur spécialisé pendant que je faisais des études de psycho, et la plupart avaient des carences éducatives. Vous voyez, selon notre croyance, il y en a qui vont dire que le délinquant a besoin d'amour parce qu'il n'a pas eu, et des gens comme moi vont dire qu'il a peut-être plus besoin d'autorité. C'est ça qui est terrible, c'est que quand on est un parent et qu'on est démuni, il faudrait savoir, mais attention, je vais voir un expert, mais il a été formé de quelle façon ? Quelles sont ses croyances? Vous voyez, quand je m'opposais un peu à cette histoire de donner comme conseil d'aller dans les maisons vertes, il y a eu des bonnes choses de faire dans les maisons vertes sur le respect inconditionnel de l'enfant. Mais au niveau autorité, c'est pas leur tasse de thé. À part mettre une ligne jaune pour que l'enfant ait quand même la conception symbolique d'un interdit, il y a très peu d'interdits et de sanctions réelles. Vous voyez, les parents ne savent pas d'où viennent les maisons vertes. Les parents ne savent pas qu'il y a une théorie derrière, qu'il y a une théorie éducative plutôt permissive. Et c'est ça qui est terrible. Dans notre société, je dirais surtout dans notre société française, malheureusement, au lieu d'avoir un bon sens, c'est-à-dire, quand je dis bon sens, c'est pas dire rader pâquerette, ça veut dire est-ce que ma croyance psy ou éducative, elle colle avec le réel? C'est ce que j'ai toujours dit. Si des parents décident en nous écoutant de donner un peu plus de frustration dans l'éducation, et si l'enfant va pas bien dans les jours qui viennent, c'est que mon hypothèse est fausse. C'est ça le bon sens. Il y a des enfants qui ont besoin de plus de frustration et d'autres qui ont besoin de plus de langage, de communication. Mais si on parle à un enfant, si on explique à un enfant la sanction, la punition, l'autorité, et que l'enfant est incapable d'obéir un petit peu à un animateur de loisirs, ça pose question. C'est que ma croyance n'est pas bonne. Vous voyez, c'est ça que je voudrais que les gens comprennent, Brigitte. C'est pas un dogme. Mais je sais bien. Je sais bien. Émilie, vous avez peut-être envie de réagir à nouveau au propos de Didier Pleu? Oui, mais de toute façon, ça fait écho avec beaucoup de choses et j'ai écouté depuis tout à l'heure et c'est vrai que ça fait écho et que c'est vraiment compliqué qu'il n'y ait pas effectivement cette autorité. Moi, je l'élève seule depuis que ma fille a 2 ans. Dernière Danette. Oui, donc ça passe quand ça t'arrange en fait. Chez Intermarché, pour l'achat de 2 produits Danette, le 3e est offert. Et c'est aussi au drive et en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 18 février, sur le moins cher des 3, transformé en France ou Allemagne, modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, bougez plus. Côté libido, vous êtes plutôt romantique, libéré, excentrique, joueur. Rudesplaisirs.com comble toutes vos envies, même les plus intimes. Lingerie sexy, accessoires et jeux coquins, sextoys tendance, huile et bougies de massage. Rudesplaisirs.com, plus de 9500 références, les plus grandes marques érotiques au meilleur prix. Rudesplaisirs.com, le partenaire de vos désirs sexy et plaisirs coquins. Découvrez notre nouveau showroom à Septem-les-Vallons ou passez commande sur rudesplaisirs.com. Livraison en toute discrétion. Léo vient de découvrir la série spéciale mobile Orange 120 Go 5G. Léo, t'es là? Il est figé comme une statue depuis qu'il a vu que le prix de 19,99 € par mois n'était pas prêt de bouger. Allô, Léo? Et lui non plus apparemment. Chez Orange, pour toute nouvelle souscription, la série spéciale mobile 120 Go 5G est à 19,99 € par mois pour les clients Internet sans engagement. Et c'est tout. Orange. Conditions en boutique et sur orange.fr. 5G uniquement zone déployée avec terminal compatible. Couverture sur réseau.orange.fr. Alors nous, on voudrait une cuisine avec des tiroirs qui font chut.
mais pas trop quand même. Un bruit silencieux, quoi. Voilà. Avec SoCook, tout est clair pour votre cuisine, même si vous ne l'êtes pas toujours. Voilà pourquoi, dès le premier rendez-vous, vous obtenez un plan, des vues 3D et le devis détaillé de votre cuisine. SoCook, des cuisinistes pas comme les autres. Et du 1er au 29 février, on vous offre 100 € d'électro par tranche de 1000 € d'achat meuble. Voir conditions sur socook.com. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Didier Pleu, je vais parler de la dispute, mais de la dispute entre adultes, hein, pas les enfants quand ils se disputent, parce que ça, on sait que ça arrive fréquemment et que c'est pas toujours simple d'ailleurs pour les parents à régler la dispute. Mais si vous voulez, vous en direz un mot tout de suite après ce Love Conseil. Donc se disputer dans un couple, c'est presque inévitable, et je dirais même que c'est signe quand même que on sait se mesurer, parce que quand il n'y a absolument pas de dispute dans un couple, c'est parfois signe que chacun ravale un petit peu ses rancœurs, et c'est pas forcément une bonne chose. En revanche, se disputer, il faut quand même éviter certains écueils, et donc je vais vous les passer en revue, ces écueils. Ne jamais révéler un secret, comme par exemple une infidélité, sur le coup de la colère, parce que ça risque après de poser de vrais problèmes dans le couple. Ne jamais se disputer devant les enfants ou devant des amis, ou pire, devant des relations professionnelles. C'est une question de respect élémentaire. On se dispute tranquillement chez soi et pas devant de tierces personnes. Éviter les critiques à la chaîne, ou encore les vieux contentieux des années précédentes. Vous savez, le truc qu'on ressort à chaque fois qu'on se dispute. N'oubliez pas que votre partenaire, en principe, c'est un ami, c'est pas un ennemi, et donc il faut pas à tout prix l'abattre. Donc évitez le tu et le on, hein, parler de préférence à la première personne. Je sais que c'est pas facile quand on est en colère et qu'on est en train de se disputer, mais c'est important quand même de prendre conscience de tout ça. Évitez de hurler ou de hausser le ton, hein, parce que souvent on croit que parce qu'on va parler plus fort, on aura raison. C'est pas forcément celui qui parle le plus fort qui a raison. Et si vraiment ça s'envenime, je conseille vraiment à sortir de la pièce, parce que ça peut vraiment terminer en pugilat. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous excuser éventuellement le soir même ou le lendemain. Quand on s'excuse quelque part, eh bien c'est de l'amour et non pas de l'amour propre. Voilà. Didier Pleu, vous voulez ajouter quelque chose? Je suis d'accord avec ce que vous avez dit. La dispute, elle est sympathique si elle n'est pas colérique, quoi. Sinon, devant les enfants, bien sûr, non. Ramener le vase de Soissons constamment, c'est certainement pas. Et crier, certainement pas. Donc, la bonne dispute, c'est pouvoir être conflictuel, affirmé, mais sans colère, ce qui est très, très, très dur. Parce que, effectivement, en général, quand il y a un sujet de dispute, on tombe, on va dans les tours. Pour ça qu'il ne faut pas hésiter à sortir de la pièce, hein, si on sent que réellement la colère nous envahit, parce que ça, on peut vraiment dire des choses qu'on va regretter après, et ça c'est quand même très embêtant. Véronique, merci d'être avec nous. Vous avez une fille qui a 16 ans, hein, c'est ça? Oui, bonjour Didier, bonjour. Moi j'étais sur le sujet précédent, donc pas sur les disputes. Non, bien sûr. Voilà, alors moi j'ai une question par rapport à mon positionnement en termes d'autorité. Donc l'histoire, j'ai une fille qui est HPI et HPE, et qui a subi du harcèlement scolaire et de la maltraitance scolaire par ses professeurs depuis la maternelle. C'est passé par des humiliations, etc., de la violence, des agressions physiques, etc., etc. Par ses professeurs? Les professeurs, oui, comme elle lisait, par exemple, en moyenne section, elle était déjà lectrice. Et sa professeure, comme ça ne lui plaisait pas qu'elle lise devant les autres enfants, la mettait dehors dans le couloir, par exemple. Elle lui mettait son bureau dehors dans le couloir. Après, ça a été les élèves en CP. Il y a eu de la maltraitance par le corps professoral, mais après, bien évidemment, aussi avec les élèves. Les années se sont succédées. Elle a subi aussi... quand elle était en seconde, donc une agression physique, une maman lui a foncé dessus avec sa voiture parce qu'elle était en désaccord avec sa fille, enfin bref. Et au final, on est passé par beaucoup de périodes où elle a fini avec de l'HTIC, et dernièrement, elle a commencé à se scarifier.
Donc elle a plus d'une centaine de cicatrices de scarification que j'ai découvert vraiment un jour au hasard. Dès qu'elle rentrait de l'école, elle rentrait dans sa chambre, elle prenait un cutter et chac. Et en fait, on a beaucoup discuté et elle a commencé à prendre en même temps du poids. Et aujourd'hui, elle a depuis une année arrêté de se scarifier, mais eh bien, elle a remplacé ça, je pense, par la nourriture. Alors, je sais pas trop comment le placer. Donc, au début, avec tout ce qu'elle avait subi, j'étais un peu plutôt bienveillante, à l'écoute. On parlait beaucoup, j'allais à l'école, etc. J'ai essayé d'être toute cool. Mais aujourd'hui, c'est plus trop quoi faire, dans le sens où quand je lui demande de faire attention par rapport à ce qu'elle mange, au poids qu'elle prend, elle réagit très mal. Ça se termine généralement, elle part dans sa chambre, elle claque la porte, elle vire son assiette, elle réagit très mal. Alors du coup, j'arrive pas à me positionner entre rester ferme et avoir toujours faire preuve d'autorité par rapport à ce côté nourriture. C'est compliqué parce que votre fille va pas bien, ça semble évident, Didier Pleu. Hein. Oui, moi j'aurais déjà deux questions. Est-ce qu'il y a un père, toujours pareil? Est-ce qu'il y a une autre autorité dans la maison? Et puis en plus... Il n'y a pas d'autorité. Mais il n'y a pas de... Il n'y a pas d'autorité de la part de son père, non. Bon. Et puis, est-ce qu'il y a un suivi psy? Parce que là, c'est quand même un peu lourd, tout ce que vous nous dites. Oui, alors, il y a eu... Alors, du fait qu'elle était HPI, elle avait été suivie par le docteur Faury, qui était spécialisé pour les enfants HPI, quasiment, on va dire, à demande au départ. Quand elle a eu les HTIC, elle a été suivie donc à Trousseau, où là, elle avait une partie, un pôle avec neurologie, etc., et un deuxième pôle où... puisqu'en fait, ça a été... comment dirais-je, le diagnostic c'était HTIC idiopathique. Oui, mais attendez, excusez-moi, là il y avait un psy aussi. Oui, mais attendez, en dehors des diagnostics, Véronique, qu'est-ce qu'ils vous ont conseillé? Par exemple, quand vous posez la question, qu'est-ce que je dois faire devant l'appétence de ma fille pour la nourriture? Ça, c'est une vraie question éducative et vous avez bien pointé le problème. Est-ce qu'on reste bienveillant quand on a un enfant qui est très gourmand et qui a tendance à être obèse? Non, malheureusement, il faut être conflictuel et avoir une certaine autorité pour dire, excuse-moi, bon, je sais que tu as été une enfant peut-être maltraitée, peut-être victime de tas de choses, mais par rapport à la nourriture, moi, en tant que parent, je te demande de manger des choses un peu plus saines. Est-ce que vous avez été conseillé comme ça ou est-ce qu'on est resté sur les diagnostics? Jusqu'à maintenant, non. Le dernier psy qu'elle a vu, c'était une dame, parce que en fait, on a posé des plaintes en commissariat, etc. Et là, la brigade des mineurs nous avait envoyé voir un psy qui collaborait avec le commissariat. Et on m'a demandé de lâcher prise, on va dire de la laisser respirer. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, je sais plus comment me positionner. Alors, elle a passé le cap des 15 ans. Donc, les pédopsychiatres qu'on avait avant, c'est impossible. Et non, mais Véronique, il y a plus de place nulle part. Non, mais Véronique, ce qu'on entend bien, c'est évident qu'elle va pas bien, votre fille. On entend bien que vous essayez de faire ce que vous pouvez pour faire le mieux possible pour elle et que vous ne savez plus. Son père, visiblement, donc, ne fait pas preuve du tout d'autorité. Comment il se comporte? Vous êtes encore ensemble? Oui, on est mariés, mais en fait, les dernières périodes de scarification, c'est dès que son père lui mettait un peu d'autorité, elle partait justement, c'est là où elle venait se mettre un coup de cutter, quoi, on va dire. Et aujourd'hui, je me dis, si je remets, moi, un peu trop d'autorité, j'ai peur qu'elle recommence à se scarifier. Bien sûr. Et si je la laisse manger, je la laisse mourir aussi. Donc d'un autre côté, c'est compliqué. Non, mais ce qui me semble évident, Véronique, c'est que votre fille, il y a eu des événements qui ont été tragiques et qui sont visiblement pas vraiment identifiés. Et je crois que c'est ça. Honnêtement, j'ai pas tout dit, mais ils sont tous identifiés. On a les agressions, on a le harcèlement fort, on a les agressions, on a les menaces de mort.
On a le viol aussi. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a, dans ce que vous racontez, il y a également forcément un abus sexuel ou quelque chose de cet ordre-là. Oui, d'accord. Donc vous en êtes parce que à mon avis, sa prise de poids, elle vient de là. On sait que beaucoup d'adolescentes qui ont été abusées sexuellement prennent du poids, et donc c'est pas en essayant de régler le problème par rapport à ce qu'elle mange ou ce qu'elle ne mange pas que vous allez régler son problème de prise de poids. Moi, je pense que dans votre cas, c'est indispensable de trouver quelqu'un, un thérapeute qui soit capable de travailler sur ce qui est d'ordre de l'abus sexuel, et c'est ça qui me semble essentiel. Mais le problème, c'est qu'il y en a toujours eu. Elle a toujours eu un psy. Oui, mais peut-être pas. Mais peut-être pas des psys qui sont capables de travailler sur ce sujet qui est tellement difficile. Moi, je vous conseille, Véronique, d'aller sur le site Stop aux violences sexuelles, et essayer de trouver quelqu'un dans votre région qui est pas par rapport à ce site, parce que c'est à mon avis, elle a 16 ans, on est en plein dans ce que vous racontez, et quand son père fait preuve d'autorité par rapport à son corps, ça renvoie à l'abus sexuel, me semble-t-il. Oui, Didier sauf que c'était une fille. Non, parce que en fait c'était une fille, et c'est passé. Et au commissariat, on lui a répondu que il y aura pas. On a refusé de l'entendre et de prendre sa plainte, dans le sens où soi-disant c'était trop jeune. Et en fait. Voilà. Mais il y a peut-être des choses. Depuis, justement, pour prendre une femme par rapport à ça. Mais je veux pas faire l'oiseau de mauvais augure, mais il y a peut-être eu des choses auparavant, parce que vous semblez être une mère suffisamment bonne, comme on dit, et donc pour qu'elle aille aussi mal, c'est qu'il y a quand même eu des choses qui sont pas identifiées. Didier Pleu, Troisième est offert. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalité et magasins participants sur www.e.leclerc. Offre également disponible dans nos magasins Jardy Leclerc. Sueur nocturne, bouffée de chaleur, fatigue, de nombreux déséquilibres touchent les femmes à la ménopause. Manae Ménopause est la solution complète sans hormones pour se sentir bien. Retrouvez toute la gamme Manae en pharmacie. Manae, la référence naturelle depuis 20 ans. Une marque VitaVea. Pour votre santé, évitez de grignoter. Bouygues Télécom. Qu'est-ce qu'on a? L'enquête révèle des appels visio, un film en HD, bref, toute la famille fait ramer le Wi-Fi. Pas de panique. Chez Bouygues Télécom, profitez de la rapidité du Wi-Fi numéro 1, même quand tout le monde est connecté. En ce moment, le Wi-Fi numéro 1 est à petit prix. La série spéciale fibre avec 180 chaînes télé est à seulement 34,99 € par mois. Appelez gratuitement Bouygues Télécom au 3106. Offre réservée aux clients mobiles Bouygues Télécom, engagement 12 mois, conditions et éligibilité sur bouyguestelecom.fr. Wi-Fi numéro 1 au score global du baromètre Wi-Fi 2023, publié sur nperf.com. Chez Picard, le prix du bon est en baisse, mais pas la qualité. Pour rendre le quotidien encore meilleur, nous baissons le prix de 50 produits de tous les jours. Comme nos portions panées de cabillaud sauvage, labellisées pêche durable MSC, garanties sans arrêt, désormais à 6,99 € au lieu de 7,99 € les 8 pièces. Pour votre pouvoir d'achat, rendez-vous en magasin et sur picard.fr. Picard, pour le bon et le meilleur. 400 grammes, soit 15,88 € le kilo. Plus d'informations sur picard.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras à les sucrés. Ben oui, tant qu'on aura besoin de véhicules qui roulent bien, on pourra compter sur Point S. Jusqu'au 16 mars chez Point S, achetez des pneus Goodyear et on vous rembourse la TVA. Avec en plus, une Suzuki Swift hybride à gagner. Pas de stress, y a Point S. Conditions sur points.fr. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Didier Pleu est avec nous, psychologue, psychothérapeute, auteur de ce livre, L'éducation bienveillante, ça suffit, aux éditions Odile Jacob. Alors, on a commencé par une de vos fans, avec Laurence, en tout début d'émission, David, et puis là, peut-être un détracteur. David, bonjour, merci de prendre la parole. Oui, bonjour Brigitte. Didier vous écoute, allez-y. Oui, on vous entend très bien. Alors, très bien, je voudrais déjà vous remercier pour vos émissions, elles sont magnifiques, j'adore, j'interviens pas souvent. Moi, je suis sur mon tracteur, je suis agriculteur, j'interviens pas souvent, mais je les trouve magnifiques et d'une grande clarté, et je vous en félicite. Et vraiment, avec Monsieur Berkoff, vous êtes deux personnes que j'adore et que j'adore écouter pendant que je conduis mon tracteur. Voilà, c'est ce que je voulais dire déjà dans un premier temps. Après, je trouve super intéressant aussi ce que dit Monsieur Didier Pleu. Je reviens pas sur ses propos, mais je trouve quand même qu'il y a quand même un certain parti pris.
je l'entends. Alors, est-ce que le père est là? Est-ce que oui? Souvent, il fait des petites comme ça, des petites allusions. Alors, moi, j'apprécie pas trop. Hein. Après, bon, il a ses raisons. Peut-être que les hommes, il a quelque chose vis-à-vis contraire vis-à-vis des hommes. Mais moi, je trouve qu'il y a quand même un certain parti pris. Moi, je peux vous dire que j'ai divorcé. J'ai entendu 2-3 petits. Je crois juste, David, que si ça avait été un homme qui avait appelé par rapport à un problème avec sa fille ou son fils, il aurait demandé si la mère était là. La mère. Voilà, hein, je crois pas que ce soit par rapport au père. Non, je pense rien contre les hommes. Je demande toujours où est-ce qu'est la deuxième autorité, parce que tout seul on ne peut pas, qu'on soit maman ou papa. Voilà. Et quand on est maman tout seul et qu'il n'y a pas de papa, est-ce que c'est le voisin, est-ce que c'est l'instituteur, etc. D'accord, ok. Autant pour moi, mais je vous invite je vous invite vraiment à réécouter. Et ben moi, je trouve quand même qu'il y a quand même, c'est souvent, vous l'avez répété à plusieurs reprises, et c'est pour ça que j'interviens, parce que je trouve ce que vous dites, c'est excellent, je trouve ça très intéressant, et c'est tout à fait normal qu'il y ait quand même une certaine autorité pour les deux parents. Alors moi, je voudrais aussi intervenir et dire il y a eu la même chose. Tout à l'heure, c'était une dame qui avait intervenu en disant comme ça que du coup, son compagnon, enfin attendez, je me suis peut-être un peu trompé, mais moi, souvent, ma compagne, pendant la séparation, me confiait souvent toutes les activités sportives aux enfants, c'était à moi. Du coup, moi, j'avais un petit week-end du vendredi au dimanche avec les enfants. Les week-ends, j'emmenais en fait les enfants faire des activités que la maman avait choisies, et j'avais plus aucune place parce que du coup le vendredi, pardon, je parle peut-être très fort parce que j'ai une oreillette. Non, allez-y, ça va. Voilà, je suis vraiment désolé. J'emmenais mes enfants en fait faire des activités sportives que la maman avait choisies. C'était le vendredi soir, c'était le samedi, et du coup j'avais plus. En fait, moi j'étais là uniquement pour emmener mes enfants faire des activités sportives ou d'autres activités que la maman avait choisies. Et là, c'était vraiment quelque chose d'insupportable parce que j'avais plus du tout mon autorité et je pouvais plus du tout l'imposer. Hein. Moi, j'ai eu j'ai eu l'occasion de discuter avec Monsieur Berkoff, et un jour, je suis tombé près d'une juge d'affaires familiales qui m'a dit comme ça: écoutez, de toute façon, ici en France, c'est pas les hommes qui s'occupent des enfants, c'est les femmes. C'est comme ça. Et si vous continuez, monsieur, on vous retire la garde définitivement des enfants. On va même. Oui, mais ça, vous voyez, David, ce que vous a dit cette juge des affaires familiales, c'est pareil. Elle est dans sa croyance et dans son propre vécu, mais je vois pas pourquoi un père ne serait pas capable de s'occuper des enfants. Il y a des pères qui s'occupent bien mieux des enfants que des mères. Donc, je crois qu'encore une fois, vous avez été victime de quelqu'un qui a des a priori et qui avait certainement un problème avec les hommes. Elle, en revanche. Non, mais voilà. Oui, bien sûr, j'entends. Et puis, moi, mon côté à moi, je veux dire, moi, ce qui s'est passé avec mes enfants, tant pis, je le racontais comme ça, parce que ça me tient quand même à cœur, ça me touche, hein. Bon, maintenant, mes enfants, ils sont toujours avec leur maman, ça fait 3 ans que je les ai pas revus parce que, j'ai pas envie qu'il y ait les services sociaux qui interviennent, parce qu'elle me l'a bien fait comprendre en me disant comme ça: si vous continuez à faire appel du jugement en demandant à voir vos enfants les week-ends, on va vous enlever des enfants. Donc j'ai arrêté, ça va faire 3 ans que je les vois plus du tout, mais je veux dire, c'est pas... Et vous en souffrez, mais encore une fois, c'est pas bien ce que fait leur mère, parce qu'elle les prive de leur père, et ça, je crois que de toute façon, j'espère qu'un jour ils le comprendront. Didier Pleu, je vous laisse répondre à David. Je voulais simplement dire à David que non, il n'est pas du tout de question de dire que les artistes, les émetteurs de clubettes, c'est simplement les papas laxistes, et toujours tirés en disant que la vraie autorité, c'est les mamans qui se tapent tout. C'est pas vrai. Il y a aussi des mamans qui sont malheureusement elles-mêmes très intolérantes aux frustrations, qui font des délégations poubelles dans les gardes alternés pour dire c'est l'autre qui va se taper les devoirs, qui va se taper les frustrations, etc. Donc c'est pas l'histoire de genre, l'autorité. Hein. Ce que je dis tout simplement, c'est que pour l'enfant, ça ne marche pas si les deux sont pas cohérents. Point. D'accord. Alors, écoutez, en tout cas... Ils ont quel âge? Ils ont quel âge, vos enfants, aujourd'hui, David? Alors, 13 et 15, maintenant. D'accord. Donc, moi, ce que je vous conseille, même si vous ne pouvez pas les voir pour l'instant, parce que vous ne voulez pas que ça se termine en pugilat judiciaire, ce que vous pouvez, c'est quand même
de temps en temps leur envoyer un petit SMS pour leur dire que vous êtes là, et puis le jour où ils auront envie de venir vers vous, vous serez là. Oui, la maman, elle a supprimé, et j'ai rien contre la maman, parce que j'ai absolument rien contre la mère. Elle essaie de se défendre, elle se défend parce qu'on est dans un système où est-ce qu'on rencontre deux avocats qui sont complètement différents, et l'un essaye de tirer en fait la chemise, ou le drap. Chacun essaye de tirer le drap à lui-même, et je peux pas lui en vouloir, la maman, parce que quand on tombe comme ça, vous savez, les systèmes judiciaires, souvent, on essaye en fait de donner l'autorité à la maman plus qu'au papa. Et encore une fois, j'ai pas de parti pris. Leur maman, c'était une maman magnifique. Et on s'entend pas, et puis on se sépare. Et bon, de là à vouloir retirer là, à l'heure actuelle, je sais que j'ai entendu qu'elle voulait retirer même le nom aux enfants. Mais oui, mais là, David, elle est. J'entends. Non, mais j'entends bien que c'est compliqué pour vous. Mais encore une fois, moi, c'est votre témoignage. J'ai pas le témoignage de la mère, donc je. Rien contre elle. Non, j'entends bien, mais je crois on ne peut dire qu'une chose. On a le droit de se séparer en tant que couple, mais on restera, quoi qu'on fasse, on restera les deux parents des enfants. Et vouloir supprimer l'autre parent, de toute façon, c'est signe d'une grande colère, ou en tout cas de quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Et ce n'est jamais bon pour les enfants, parce que les enfants le ressentent. Didier Pleu, je vous laisse le mot de la fin, puisqu'on est en toute fin d'émission. Non, mais vous avez tout bien résumé, Brigitte. Dans l'affaire de David, c'est vrai que c'est la cohérence entre les deux. Quel dommage qu'il y ait cette guerre pour X